pour cette table ronde sur les médias, que changer pour tout changer. Avant tout, je voudrais commencer par l'introduction. L'introduction, c'est des médias indépendants, pluralistes, libres. C'est aussi le classement de 2016 de Reporters sans frontières, qui classe la France malheureusement à la 38e place en termes de qualité, de cadre légal et de sécurité de ces journalistes. Alors pour commencer, bien sûr, ce plateau, quel était le plaisir et l'avantage d'accueillir la régionale de l'Étape, une journaliste d'investigation qui travaille à Mediapart notamment et qui fait des chroniques également pour l'Express, qui a écrit La Riviera, Razzia sur la Riviera, mais également beaucoup de reportages documentaires pour Mediapart concernant l'ensemble des enquêtes sur la Corse d'Azur. Je demande à Hélène Constanti de bien vouloir nous rejoindre. Alors, il est scénariste, producteur de télévision. Il a animé pendant près de 15 ans les Guignols de l'Info sur Canal+. Il est actuellement également à Canal+, où il s'occupe de la partie de la fabrique des scénarios entre liaison avec l'Internet. Il en dira peut-être un peu plus. Il a été cofondateur du collectif Roosevelt avec Stéphane Espel, Edgar Morin et bien d'autres. Et en 2013, il a même lancé le Parti Nouvelle Donne. Là aussi, vous pourrez l'interroger éventuellement. Je vous demande d'accueillir Bruno Gassio. Un second journaliste d'investigation qui est né à Cambrai, mais qui a grandi à Alger. Et il a pas mal fait des reportages sur la guerre civile algérienne. Il est rédacteur, du moins il a été rédacteur en chef dernièrement encore sur Canal+, de l'émission spéciale d'investigation. Il est actuellement sur Canal+, il nous dira où en est sa carrière au sein de cette chaîne de télévision. On a l'honneur et l'avantage d'accueillir Jean-Baptiste Rivoire. Il est journaliste français. Il a consacré pas mal d'analyses sur les images télévisuelles pour Le Monde et puis pour Libération. Il a ensuite dirigé et présenté l'émission Arrêt sur image sur France 5. À partir de 2007, il a fait évoluer le concept sur Internet avec le même concept d'arrêt sur image. Il a actuellement 25 000 abonnés. On pourra le saluer. C'est Daniel Schederman. Donc, messieurs, dames, en préambule, je parlais effectivement de ce fameux classement de RSF, qui plaçait donc la France à la 38e place pour sa qualité de son cadre légal et sa sécurité des journalistes. Et il y a beaucoup de questions qui sont nées de la préparation de cette université sur les atteintes à la liberté d'informer. Il y a aussi des médias qui sont contrôlés par des hommes d'affaires. Il y a aussi, et ça c'est des questions qu'on pourrait vous poser, y a-t-il, pourquoi pas, autour de nous, des facteurs de corruption des médias actuellement? Qui veut commencer par cette question? Hélène? Oui, notamment, ça m'intéresserait de parler un petit peu ce que vous évoquiez là pour finir, de corruption chez les journalistes, on en parle assez peu. Alors, je voudrais juste vous dire que moi, au tout début de ma carrière, j'ai été une journaliste très corrompue. J'ai commencé dans la presse économique, et je me souviens très bien de la première fois où ça m'est arrivé. J'étais allée visiter, je travaillais pour un petit journal industriel qui s'appelait l'Usine Nouvelle. C'est là que j'ai débuté et j'allais dans les usines dans toute la France. Je vais un jour visiter une usine Moulinex dans laquelle on fabriquait les premiers micro-ondes. Ça ne nous rajeunit pas. J'interviewe le directeur de l'usine qui me fait visiter ses installations. Et au moment de repartir, il m'accompagne sur le parking et tout à coup, il me demande d'ouvrir le coffre. J'ouvre le coffre et quelqu'un arrive derrière lui et met un micro-ondes dans mon coffre. J'étais toute jeune, je suis restée bête et je suis repartie avec le micro-ondes dans mon coffre. Ça m'est arrivé souvent par la suite, hein. C'était pas un cas isolé. Je me rappelle de la fois où j'étais alors à l'Expansion, j'avais reçu les premières cafetières Nespresso. C'était sympa, c'était super à la mode. Je reçois un paquet. Alors je vais voir mon rédacteur en chef, qui s'appelait à l'époque Jean Boissonnat, qui est décédé récemment. Je lui dis voilà, j'ai reçu ce cadeau, moi j'accepte pas. À l'époque j'avais un petit peu réfléchi, depuis j'accepte pas cette cafetière.
Je voudrais la renvoyer. Il me dit, mais Hélène, tu n'y penses pas? Il serait vexé. On ne va pas lui renvoyer la cafetière, donc on va la garder. Si tu veux, on va couper la poire en deux, on va la garder. Ça sera la cafetière de la rédaction. Voilà, et je vous passe mes consoeurs de la presse féminine qui sont inondées de produits de beauté. Je vous passe l'aller-retour en Concorde pour New York pour aller dévoiler le dernier modèle d'ordinateur, etc. Ça, c'est le quotidien de la presse féminine, de la presse économique. Face à ça, beaucoup de journaux ont créé des chartes de déontologie. Donc heureusement, dans beaucoup de journaux maintenant, quand on reçoit des cadeaux, on les met dans un pot commun et puis on fait une tombola à Noël et puis voilà, les gens repartent avec un petit cadeau sous le bras. Donc ça, c'est très courant. C'est très courant partout, dans la presse locale. Je me souviens de ce que disait Bernard Tapie à l'époque où il n'avait pas encore racheté la Provence. Et on entendait parler de sa candidature. Et un journaliste qui lui demandait alors Bernard Tapie, vous comptez racheter la Provence? Et il répond, mais pourquoi voulez-vous que j'achète un journal alors qu'il est si simple d'acheter les journalistes? Donc c'est très répandu. Il suffit de très peu de choses pour acheter un journaliste. Vous lui offrez un abonnement au match de football de l'OGC Nice. Vous lui glissez une petite carte qui va lui permettre de faire ses achats au marché d'intérêt national. Enfin, que sais-je, des places de théâtre, l'entrée gratuite à des concerts. Il suffit vraiment de très peu de choses. Et souvent, ça permet d'expliquer pourquoi beaucoup de nos confrères sont si peu mordants. Donc voilà, c'était juste pour commencer sur ce volet-là de la question. Oui, il y a d'autres intervenants pour les facteurs éventuels de corruption des médias actuellement. Bon, on peut passer. Oui, Jean-Baptiste. Toute micro-anecdote qui rejoint ce que vous disiez. Moi, quand j'étais tout jeune, je travaillais à France 3, je ne sais plus, dans les Alpes, je crois, et je fais un petit reportage chez La Fuma qui était en difficulté. Et le patron de La Fuma, à la fin, me donne un sac à dos La Fuma. Moi, j'avais 22 ans, je trouvais ça magnifique et j'étais traumatisé. Et donc, je reviens à la rédaction et je dis au chef Gilles Vaubourg, c'est horrible, il m'a fait un cadeau, qu'est-ce que je fais? Alors, il me dit, il t'a offert quoi? Je dis, un sac à dos quand même, enfin, c'était quand même pas rien, ça valait quand même, je sais pas, 200, 300 francs. Et il éclate de rire, il me dit, oh, c'est rien. Bon, là, je dis, d'accord, et c'est le seul et le dernier cadeau que j'ai reçu toute ma vie, parce qu'après, j'ai fait de l'investigation, mais c'est pour dire qu'à France 3, ça choquait pas beaucoup, quoi. Bien, donc comment on abordait la liberté d'information? On va aussi souligner que parmi nous, Hélène fait partie du collectif Informer n'est pas un délit, le fameux collectif qui a été créé de par le projet de loi non ambitieux, on va dire, des secrets des affaires. Sur le secret des affaires aujourd'hui, on le met en perspective bien souvent avec le poids que peut avoir le contrôle de nos médias actuellement par les hommes d'affaires. Donc on connaît Le Monde, on connaît l'histoire du Figaro. Aujourd'hui, le poids de ces hommes d'affaires, est-ce que véritablement vous pensez que le fait qu'il y ait peut-être légitimement des gens qui veulent investir dans un groupe de presse, qui veulent que l'on ne porte pas atteinte à leurs potentiels clients, que ce soit des banques, que ce soit tout un tas d'éléments, ce qui semble être en liaison avec leur objet social de leur société. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dessus? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ces hommes d'affaires? Est-ce qu'ils sont là pour flatter leur ego, pour avoir de l'influence politique, ou les deux à la fois? Alors déjà, moi, je ne sais pas si je peux rester à cette tribune où je vois que je siège en compagnie de corrompus. Peut-être même davantage. Enfin, dans le doute, puisque la présomption d'innocence doit bénéficier à tout le monde, je vais quand même rester jusqu'au bout de ce débat. Les médias et la corruption. Vaste question. Je veux dire, dans la lutte contre la corruption, est-ce que les médias sont objectivement des alliés ou des obstacles? C'est vrai que quand on regarde les choses de manière un peu globale, en essayant à la fois de prendre un peu de recul historique et puis international, la question n'a pas de réponse évidente, si vous voulez. Il y a du oui, il y a du non, il y a du pour, il y a du contre. Les médias sont naturellement des instruments de lutte contre la corruption, puisque les médias, historiquement,
en tout cas en théorie, ont vocation à révéler les scandales, les dysfonctionnements, les abus, les conflits d'intérêts, en théorie. Et quand on le dit comme ça, d'ailleurs, il faut le dire vite, puisque, par exemple, ça, c'est historiquement le rôle des médias anglo-saxons, notamment américains. Les médias américains se fondent en tant que contre-pouvoir pour dénoncer les abus et notamment la corruption. La tradition historique des médias français est très différente, parce que les médias français, la presse française moderne au XIXe siècle, est fondée dans l'antichambre des princes, est une presse avant tout politique, est une presse qui vise à intriguer politiquement, à faire écho aux différentes rumeurs et intox des factions rivales et ennemies des cours. Donc c'est deux traditions très différentes. Cela dit, il arrive aussi, voilà, je veux dire, c'est aussi plus complexe. La presse américaine, la presse anglo-saxonne est aussi une presse politique de cours, et il arrive aussi, et c'est aussi développé en France de manière minoritaire, mais tout de même une presse d'investigation et de révélation. Alors déjà, pas de réponse évidente. Bon, alors après, ça va dans tous les sens. On disait, voilà, les milliardaires. Et effectivement, aujourd'hui, en France, on est dans une situation où tous les grands médias, tous les médias de grande audience, écrits, radio, audiovisuels, sont aux mains de groupes d'intérêt puissants, de groupes industriels. Je ne vais pas vous les présenter. L'armement, le BTP, les télécoms, etc. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire des choses différentes. Ça veut dire des choses différentes. Ça veut dire à la fois Canal+, Bolloré, et ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Rivoire ici présent, c'est-à-dire une enquête sur le Crédit Mutuel, partenaire industriel et économique de Bolloré, enquête censurée par Bolloré. Donc c'est objectivement un rôle, je veux dire, d'obstacle à la liberté de l'information, à la liberté d'investigation. Mais ça veut dire aussi que les mêmes milliardaires peuvent avoir intérêt aussi à encourager des enquêtes qui vont viser leurs concurrents. Je veux dire, le monde propriété de Xavier Niel n'est jamais offensif que sur les scandales qui concernent Patrick Drahi. Et vice-versa. Les médias de Drahi, l'Express et Libé, maintenant BFM, ont une gourmandise particulière pour tout ce qui va concerner, au hasard, les scandales qui touchent Niel. Donc on voit bien que quand on dit la propriété des médias par des milliardaires est un obstacle à la liberté d'investigation, c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne veux pas dire que c'est bien, mais quand on essaye de regarder les choses dans le détail, c'est plus compliqué. Alors après, il y a aussi un autre facteur qui est une puissante entrave à la liberté d'investigation, c'est le financement publicitaire des médias. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands médias ne sont plus que marginalement financés par leurs clients, c'est-à-dire leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs, mais sont très majoritairement financés par la pub. Alors la pub, ça veut dire quoi ? La pub, ça veut dire, la pub induit deux formes de censure très différentes d'ailleurs. Alors, il y a la censure la plus visible, c'est-à-dire qu'on ne va pas fâcher l'annonceur. C'est-à-dire que vous avez le PDG de M6, Nicolas de Taverneau, qui peut dire tout à fait froidement sur un plateau de télévision, ben non, je vais pas financer dans mes émissions, genre Capital, je vais pas financer des enquêtes qui vont fâcher mes annonceurs. Je suis pas maso. Et il le dit, il le dit comme ça sur le plateau, et il en a pas honte. Ça, c'est la forme, je dirais, la plus grossière et la plus visible de la censure liée au financement publicitaire. Mais il y en a une autre. C'est, on va dire, le financement publicitaire imposant en permanence la recherche de la plus forte audience pour les chaînes de télé et une course au clic effrénée pour les médias Internet. La censure peut-être la plus invisible et la plus pernicieuse liée au financement publicitaire des médias, on va dire, c'est la censure du complexe. C'est la censure de tout contenu qui nécessite un tout petit peu d'attention et qui présente le risque que l'internaute ou le téléspectateur zappe immédiatement. C'est la censure de l'emmerdant, de l'ennuyeux, du compliqué, du lointain.
Donc c'est effectivement la course au sujet facile, la course au sujet people, la course au sujet racoleur, et l'espace n'étant pas élastique, si vous voulez, on voit bien que démonter une affaire complexe de corruption, c'est compliqué la corruption quand même. Quand on se met à faire des papiers sur la corruption, je veux dire, il faut s'accrocher, il faut quand même une formation économique minimale, une formation de comptabilité, enfin voilà, c'est toujours des sujets compliqués. Et évidemment, c'est pas les sujets qui vont enfin, c'est des sujets sur lesquels les directions de médias craignent évidemment que le téléspectateur zappe. Et en même temps, à l'inverse, il faut bien reconnaître aussi, pour être tout à fait juste, que le scandale fait vendre. Le scandale fait vendre. Monsieur le maire a touché un pot de vin, ça fait vendre. Donc les médias vont être tiraillés entre des tentations contradictoires, si vous voulez, et il y a là un champ de force qui va s'exercer et dont le résultat n'est jamais acquis d'avance. Voilà, c'était juste pour brosser un tout petit tableau préalable, mais on aura l'occasion d'approfondir. Oui, nos amis de Canal ici présents, vous avez été interpellés sur, je pense, sur cette problématique de l'entrée des hommes d'affaires dans le contrôle de certains médias. Est-ce que, Bruno Gassio, est-ce que vous avez une vision, vous, à nous proposer? Quels sont les facteurs est-ce que ça vous nuit au quotidien dans votre travail? Est-ce que ça relate? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, est-ce que ça nuit à mon travail actuellement? Non, parce que j'en ai assez peu. Est-ce que ça a nuit à mon travail? Je dirais que ça dépend de la qualité de l'actionnaire. Il y a une loi qui a été votée en 1993 par M. Balladur, qui a été faite par M. Balladur, qui concernait les noyaux durs. C'est-à-dire que M. Balladur plaçait, à l'époque de cette cohabitation en 1993, je vous fais un peu d'histoire, c'est un peu rébarbatif, donc c'est pas sexy, permettait à ses amis, une quinzaine de gens triés sur le volet, de diriger toutes les grandes sociétés françaises pour être sûr que ça irait dans le même sens, dans le bon sens, pour ce qui le concerne. Et notamment dans cette loi, il y avait la possibilité pour des actionnaires, quels qu'ils soient, de se regrouper et de pouvoir détenir plus de 51% d'un média. C'est ce qui est arrivé. La Générale des Eaux, Havas se sont regroupés et ça a donné lieu, peut-être que vous vous en souvenez, à la démission d'André Rousselet, qui est le président fondateur de Canal+. Il est parti et il a écrit une tribune dans Le Monde le 17 février 1994, pour être précis, et il a dit « Édouard m'a tué ». Et il expliquait ça. Donc aujourd'hui, si des actionnaires peuvent posséder des grands groupes de médias, c'est parce que la loi les y autorise. Et comment reprocher à un capitaine d'industrie, quel qu'il soit, de se dire « Chouette, je vais mettre la main sur une manne financière énorme venant de la publicité, je vais mettre la main sur éventuellement la formation de l'esprit de mes lecteurs, de mes auditeurs, de mes téléspectateurs. Comment lui en vouloir, puisque la loi l'y autorise? Donc, il y a une simple solution pour revenir au sujet du débat, qui est d'abroger la loi de 1993. On abroge cette loi, aucun groupe industriel ne pourrait posséder plus de 20-25% d'un média. Dès lors, on serait obligé de faire des panels d'actionnaires beaucoup plus larges, de les équilibrer, et peut-être, je dis bien peut-être, parce que ce que disait Daniel Schneiderman est très très juste, et ça ne résout pas tout, mais ça empêcherait la concentration dans une seule main d'un média, d'une société d'édition, d'un journal, d'une télé, d'une radio, enfin ce qui se passe aujourd'hui. Si on veut empêcher ça, il faut abroger une seule loi. Il n'y en a pas 150, il faut en abroger une. Pour revenir ensuite à la qualité des actionnaires, quand ça s'est produit en 1993, tout le monde a dit, il y a même des journaux qui ont titré « C'est la mort des guignols ». Ben non.
L'actionnaire nous a laissé faire ce qu'on voulait. On n'a jamais été censuré. Jamais. On n'a jamais eu de censure. Il y en a eu sous des formes plus gentilles. C'est-à-dire, telle personne que vous attaquez n'a aucun pouvoir. Je parle de tennisman, par exemple. Pourquoi vous tapez dessus à longueur de journée? Parce que c'est drôle. Oui, mais c'est pas suffisant. Parce que la liberté va avec une forme de responsabilité qui reste encore à définir. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité pour moi? Est-ce qu'elle est la même que pour Daniel Schneiderman ou Jean-Baptiste ou Madame Kersanti? Je sais pas. Donc on n'a jamais été embêté. La qualité de l'actionnaire aussi fait que parfois il voit que le média qu'il a acheté, pour parler de Canal+, est un média qui a été bâti sur l'impertinence pertinente. On va être juste et impertinent. Ah, quand on a dit ça, c'est que ça ratisse large. Mais ça veut dire qu'on est libre et que cette liberté ramène 5 millions d'abonnés. Et 5 millions d'abonnés, c'est de l'argent. Donc l'actionnaire, il s'y retrouve, il gagne de l'argent. Et nous, on a de la liberté. Après, la qualité de l'actionnaire définit ce qu'il nous laisse faire. Je ne sais pas si Marine Le Pen devenait actionnaire d'un journal ou d'une radio, je ne sais pas si elle y laisserait dire les mêmes choses que ce que laissait faire M. Rousselet à une époque ou Lescure après. Je ne sais pas. Peut-être qu'on perd en qualité d'actionnaire. Monsieur Gassio, il y a un de vos propos qui vous interpelle. Vous dites qu'il n'y a jamais eu, j'ai jamais connu la censure à Canal+. Il y a quand même eu le collectif Informé n'est pas un délit, qui a fait qui date du 26 juin 2016, donc tout récent, une tribune d'actualité sur l'affaire du Crédit Mutuel. Est-ce que vous pouvez nous donner, est-ce que Jean-Baptiste Rivoire, qui est ici présent, peut nous parler des problématiques de cette sorte de censure, a priori, nous raconter un petit peu les émoluments de cette situation? Ouais, c'était pas une sorte de censure, hein, c'était franchement une censure. Non, mais d'un mot, moi, bon, je vais essayer d'être assez factuel. Moi, j'étais rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation, qui faisait donc toutes les semaines une émission d'enquête, etc. Et on avait le sentiment d'avoir une relative liberté éditoriale et de pouvoir déranger un certain nombre de gens, y compris puissants. Et puis, donc, très factuellement, effectivement, printemps 2015, Bolloré donc, rentre dans l'actionnariat, devient puissant, décide de prendre le pouvoir. Donc, en février, il va dire sur France Inter que la dérision, c'est bien, mais il ne faut pas trop se moquer des autres. Bon, alors, ça devient quand même compliqué. Et puis, en mai, on nous torpille donc, cette belle enquête sur le Crédit Mutuel. Pour bref rappel, donc, des copains journalistes grattent sur cette banque et découvrent qu'elle a la justice aux trousses pour soupçon de blanchiment blanchiment fiscal aggravé, je crois. C'est-à-dire qu'en gros, la banque aurait contacté de riches Français pour leur suggérer de mettre leur fric en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Et par ailleurs, une ancienne filiale de la banque à Monaco, il y a dedans des banquiers qui sont des lanceurs d'alerte et qui vont à un moment donné alerter leur hiérarchie pour dire « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces valises d'argent liquide qui arrivent sur le comptoir tous les vendredis soirs? C'est quand même compliqué de ne pas savoir d'où vient cet argent. En principe, si on a un doute sur la provenance des fonds, on doit faire une alerte. Pourquoi ne le faisons-nous pas ?» Et ces banquiers honnêtes vont être en fait virés par la hiérarchie de la banque. Et à partir de là, leur dernière issue, c'est de parler à Mediapart. Ça arrive à nos oreilles, on travaille. Et donc voilà, donc cette banque a quand même des problèmes de pratique assez lourds. Les copains bossent comme des furieux pendant 3 mois, sortent une belle enquête. Et là, tout d'un coup, dans la salle de visionnage à la fin du processus, on découvre que il y a un problème, le producteur est très gêné, Canal ne veut plus la diffuser, on ne sait pas très bien, nos chefs ne nous parlent plus, on appelle, ils ne sont plus là. Le sujet, on apprend par un mail qui ne nous a même pas destiné qu'en fait il ne passera plus, mais personne ne nous dit rien à la direction de l'émission, c'est comme ça que ça se passe. Et on découvrira ensuite sous la plume de Fabrice Arfi dans Mediapart qu'en fait, voilà, le patron de la banque finançait Bolloré dans sa montée en puissance dans Canal et qu'il a donc appelé son ami Bolloré pour se plaindre de cette enquête, que Bolloré dit « Moi, j'ai juste transmis à Rodolphe Belmer le problème, c'est pas moi ». Et Belmer ne dit pas grand-chose officiellement, mais enfin bref, en tout cas, l'enquête est torpillée. Donc voilà. Et nous, on est tombé de notre chaise parce qu'en gros, un peu comme Bruno, depuis 15 ou 17 ans dans cette boîte, on avait quand même le sentiment de pouvoir travailler. Après coup, moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'en fait, on a été dans une anomalie, on ne s'en est pas rendu compte, parce qu'au fond, on était entre les mains d'actionnaires, au fond, on était entre les mains d'industriels, mais effectivement, en raison de la culture très particulière de cette boîte, qui avait été créée par Mitterrand et Rousselet, avec un financement par les abonnés, ce qui nous mettait quand même globalement à l'abri des annonceurs publicitaires, globalement, et on ne dépendait pas non plus de la redevance. Donc c'était en fait le premier Mediapart de la télé, au fond, Canal, quelque part. Et donc, ce financement, quand même, par les abonnés, donnait une grande liberté éditoriale, quoi qu'on pense de cette chaîne voilà, et de son évolution. Enfin, il y avait quand même, je peux vous dire de l'intérieur, une grande marge, et tu l'as extrêmement bien vécu.
Et on a pu penser qu'en fait c'était bien et que c'était super, etc. Sauf qu'en fait, les industriels qui tiennent cette maison ont fini par reprendre le pouvoir. Bon, l'arrivée de Bolloré, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, peu importe. À un moment donné, il y a un mec qui a repris le pouvoir, qui a dit, bon, ça suffit maintenant, il ne faut pas emmerder mes partenaires, et il faut que l'info m'arrange. Et donc il a mis la botte sur l'information, et c'est ce qu'il a fait depuis son arrivée. Mais au fond, je crains malheureusement que voilà, les grands médias aux mains des industriels, ça me paraît quand même compliqué de faire de l'information libre dans ce contexte. Et je suis assez, je sais pas, on peut dire pessimiste ou réaliste. Enfin, après coup, je me dis, si un média veut faire de l'information, il faut qu'il travaille pour son public. Et je crois qu'il faut que l'argent vienne du public, c'est terrible à dire, mais je crois que si ça vient des annonceurs, on s'en sort pas. La redevance, c'est compliqué. Et voilà. Et donc ce modèle de canal qui, au fond, était financé par ses abonnés, a tenu, par miracle, pendant 15 ans, a été torpillé par un monsieur qui voit que ses intérêts. Et voilà, je pense qu'il faut directement travailler pour un public, et c'est la seule façon de faire l'information en France aujourd'hui. Et pour finir, comme ces sites, comme celui de Daniel et d'autres, sont dans un modèle économique qui, heureusement, est à peu près à l'équilibre, mais qui est quand même fragile, il n'y a pas énormément de moyens, c'est difficile. Je pense aussi que ces sites doivent s'appuyer plus qu'auparavant sur la société civile, et je pense que, par exemple, des associations comme Anticor, mais d'autres, c'est-à-dire de fédérations de citoyens qui, à un moment donné, sont vigilants, surveillent les histoires, lisent la presse, s'informent, documentent. Il y a eu des gens dans des grandes villes de France qui ont fait des boulots formidables pour faire émerger des affaires, pour pousser des plaintes en justice. C'est vraiment le premier étage de la vigilance citoyenne, c'est extrêmement important. Et les médias un peu plus fragiles que les grands groupes industriels, mais qui veulent vraiment bosser, il faut qu'ils s'appuient sur cette société civile. Et là, on reconstruit une offre d'information crédible, à mon avis. Et je pense que la grande presse aux mains de l'industrie, malheureusement, voilà, elle perd du public, elle perd des lecteurs. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a un financement qui est complètement pervers entre les annonceurs, l'industriel qui ménage ses intérêts, le lecteur à qui on demande en plus de la payer pour se payer des pages de pub tout au long de son journal. Enfin, il y a un moment donné, on se fout de la gueule du public, quoi. Oui.